Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Merci pour cette opportunité. Et mesdames et messieurs, alors j'ai volontairement choisi un titre un peu perçant parce que ce n'est pas toujours facile d'être le dernier intervenant. J'espère que je ne vous ennuierai pas euh, avec, euh, avec mon intervention. Alors, une rectification terminologique dès le début. Je ne crois pas à une petite Albanie ou à une grande Albanie, je crois en l'Albanie. Et par contre, cette Albanie-là, disons-le, elle a été désintégrée, amputée et démantelée lors de la conférence de Londres en 1913. Par la suite, on a eu des opportunités et des circonstances où la réunification a été possible, notamment en 1943, lorsque le Front de libération nationale d'Enver Hoxha et le Bali Komtar, le Front national en Albanie, ont tenu un dialogue dans le cadre des accords de Moukié, qui étaient ironiquement réalisés sous le patronage des Britanniques, lors de la guerre de la Kosovo, bien sûr, entre 1998 et 1999. Alors, pour poser un diagnostic global, d'abord, euh, je dois dire que malgré le tableau un peu idyllique qui a été dépeint aujourd'hui autour de la Serbie, moi je pense que sur le terrain, il y a un manque de confiance énorme des populations non serbes face à Belgrade notamment, pour son négationnisme ou dans certains cas ses menées chauvines et qui doit être certainement adressé, je pense. Ce sont aussi ce sont aussi des symptômes de manque de confiance pour des raisons géopolitiques plus globales, non pas seulement émotionnelles, mais il est vrai que Belgrade aujourd'hui est souvent incité par les Russes, soutenu par la Chine, financé par la Chine, mais aussi toléré largement par les puissances occidentales, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, pour tirer profit de cette guerre, pour arracher, dans un certain sens, la Serbie de la Russie. Donc ce sont des facteurs à prendre en compte, je pense. Et puis, il y a aussi ce que moi j'appelle un possible divorce de la Yougoslavie. Même aujourd'hui, on a entendu certains intervenants rêver d'une nouvelle Yougoslavie, que Dieu nous en préserve, parce que ressusciter ressusciter le cadavre de la Yougoslavie, c'est mettre une nouvelle fois en feu toute la région d'un bout à l'autre, et ce n'est pas vraiment une bonne idée. Alors, euh, alors, il y a dans cet impossible divorce du libéralisme, hein, n'est-ce pas, avec l'idée yougoslave, un facteur déterminant, je pense, et euh, c'est la négation du facteur ethnique lui-même. Donc, cette grille libérale de l'Occident rejette à tout prix le facteur ethnique dans la région, qui pourtant pèse très lourdement, toujours, sur les réalités quotidiennes, sociales, culturelles, économiques et démographiques de la région. Alors, mais est-ce que cela est suffisant? Alors, c'est-à-dire que est-ce que si on prenait en compte le facteur ethnique, tout se résoudrait facilement? Non. Et c'est le cas albanais qui en témoigne, puisque aujourd'hui,
on a un véritable éclatement du pouvoir politique et symbolique albanais. On a une cacophonie incroyable qui nuit considérablement aux intérêts nationaux albanais dans la région des Balkans occidentaux. Les Serbes ont l'avantage de s'adresser entre eux d'une voix unique. Les Albanais, non. Il y a aujourd'hui une bicéphalie entre Tirana et Pristina. C'est comme si on avait deux Albanies antagonistes. Et ça, c'est un problème. C'est quasiment l'existence de structures parallèles albanaises. Et ça, ce n'est pas toujours, ça ne marche pas toujours en faveur des Albanais. Or, l'article 8 de la Constitution de la République d'Albanie stipule clairement que le gouvernement albanais a le devoir, je le souligne, le devoir constitutionnel de protéger les Albanais qui sont en dehors du territoire albanais et de veiller à ce que leurs droits soient respectés. Or, cet article de la Constitution provoque aujourd'hui entre Pristina et Tirana un antagonisme. Pourquoi? Parce que Tirana est jaloux. Il veut garder son pouvoir, il veut s'approprier à lui seul la représentation des Albanais dans la région. Or, c'est Kurti qui lance un défi depuis Pristina en disant que voilà, nous, en tant qu'Albanais du Kosovo, de la Kosove, on ne suit pas la politique de Tirana, on va suivre une politique autonome, voire indépendante. Alors, Rama, lui, il est très pragmatiste, mais il l'est parfois trop. Et Kurti, de l'autre côté, il est très idéaliste, et parfois il l'est trop. Donc, il faudrait peut-être déjà trouver un équilibre entre la réelle politique et l'idéal national. Je pense, moi, qu'il y a des terrains d'entente, mais ce n'est pas facile. Alors, pour exposer et résumer un peu les deux stratégies, celle de Rama et de Kurti, en ce qui concerne la stratégie de Rama, ça s'articule autour de quelques strates, de 4 strates pour être précis. Premièrement, Rama, en Albanie, veut éviter absolument une nouvelle guerre dans la région. Il ne veut pas qu'il y ait une nouvelle guerre parce qu'il sait très bien que s'il y a une nouvelle guerre, et surtout dans la Kosove, l'article 8 de la Constitution albanaise ne permettra pas à l'Albanie de rester neutre. Deuxièmement, il veut s'assurer de l'adhésion à l'Union européenne des 6 États des Balkans occidentaux, dans un cadre, bien sûr, de l'état de droit, des règles démocratiques, pour créer une interdépendance mutuelle, commune, axée sur le commerce, tout en mettant en avant l'intégration économique. Alors, on a parlé tout à l'heure des Open Balkans. C'est dans ce cadre-là que Rama avait agi pour les Open Balkans, mais après ce qui s'est passé en septembre dans la Kosove, les Open Balkans sont terminés. Et c'est Rama qui l'a annoncé. Troisième point, pour ce qui est de l'Albanie naturelle, donc de la grande Albanie, entre guillemets, pour Rama, ce n'est pas une Albanie politique, c'est plus une Albanie démographique, économique, sociale et culturelle, qui s'invitera dans le cadre de l'Union européenne à table. Donc, ce n'est pas une alternative politique, mais c'est une alternative plus démographique pour Edi Rama. Et quatrièmement, en ce qui concerne l'unification politique avec l'espace albanais sous une république albanaise unifiée,
il considère que ce sera à être évalué selon l'esprit du temps, les circonstances, les opportunités futures, dans un futur incertain. Alors par contre, en contraste, la stratégie de Kurti affiche une posture très différente par rapport à celle de Rama. Premièrement, pour Kurti, la Serbie n'a pas encore accepté son passé génocidaire et elle est toujours aussi chauvine qu'au temps de Milosevic et elle n'accepte pas et n'accepterait jamais le statut juridico-politique qui restera en dehors des frontières serbes. Alors, deuxièmement, impossible de faire quelque concession que ce soit à la Serbie, selon Kurti. Le territoire actuel du Kosovo appartient au peuple de Kosovo. Pas d'abandon du Nord, surtout du Nord, tant convoité par la Serbie, parce que c'est là où se positionnent toutes les ressources naturelles riches. Troisièmement, la meilleure façon pour Kurti de contrer les visées de la Serbie, c'est activer le principe de réciprocité, notamment dans la vallée de Preševa, où il y a une majorité albanaise qui y vit, mais qui n'a aucun statut, ni politique, ni juridique auprès de la Serbie. Et quatrièmement, enfin, et c'est là la grande divergence, il veut un front commun des Albanais, que ce soit en Albanie, au Monténégro, à la Macédoine du Nord ou dans la Kosovo, ou en Serbie d'ailleurs. Il veut un front commun pour la défense des intérêts nationaux et ceux des populations non serbes dans la région pour créer un contrepoids. Cette résistance est certes culturelle, mais elle est surtout politique. Et ça, on le voit à travers son engagement politique. Son parti Vetevendozie, le parti de l'autodétermination, avait tenté une percée en Albanie. C'est un parti qui est actif au Kosovo. Il a participé aux élections en Albanie et maintenant, il veut que son parti, la branche locale de son parti, intervienne dans les élections de la Macédoine du Nord. Donc vous voyez que c'est deux stratégies complètement différentes. Mais ça reflète plutôt deux écoles de pensée et d'action propres à l'Albanie qui se sont formées au cours des années 1940. Alors il y a une ligne qui est propre à Hoxha, Enver Hoxha, et qui est aujourd'hui mise en pratique par Tirana sans être pour autant hoxhaïste. Et la deuxième, c'est celle du Balikonta, le Front National, qui aujourd'hui est mise en pratique par Pristina, mais sans être pour autant baliste. Est-ce qu'il y a un terrain d'entente entre ces deux? Oui, on l'a vu dans les années 1940, donc c'est possible, mais c'est très très difficile pour l'instant. Alors, une parenthèse spéciale pour le cas du Kosovo s'avère incontournable, parce que la constitution du Kosovo, il faut le souligner, est un non-sens colossal. Pour plusieurs facteurs. Ça ressemble vraiment à une fabrication frankensteinienne, parce que il faut le souligner, à la base, l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, c'était une opération minutieusement montée dans les profondeurs de la République populaire socialiste d'Albanie. Ça, aujourd'hui, personne ne s'en souvient, même personne ne le sait. On a cette idée que l'UÇK était l'instrument des États-Unis et point barre. Non, ça n'a pas été comme ça. C'est Enver Hoxha qui en a jeté les bases politico-idéologiques dans les années 70. Puis c'est son successeur Ramiz Alia qui a, dans les années 90, procédé à la formation et à la logistique, la préparation de la formation et de la logistique, et ce n'est qu'ensuite, très tardivement, que les États-Unis l'ont découvert et l'ont repris. Alors, cette armée-là avait non pas comme but la création d'un État
de la Kosovo indépendante, c'était pour unifier la Kosovo à l'Albanie. Donc, de là, aujourd'hui, cette constitution qui ne plaît à personne, ni aux Albanais, ni aux Serbes, aujourd'hui, cette constitution est mise à mort. Pourquoi? Parce que l'association des municipalités serbes aujourd'hui, elle va à l'encontre de cette constitution. Les Serbes auront droit à l'autogouvernance monoethnique, alors que 95%, les Albanais qui forment 95% de la population globale du Kosovo, selon les chiffres officiels, se donneront aux règles multiethniques de la Kosovo. Alors, il faudrait poser la question, et Kurti n'a pas tort sur ce point, qu'en est-il du principe de réciprocité? Pourquoi, par exemple, les Albanais de la vallée de Preševa n'auront-ils pas droit à la même association de municipalités albanaise? C'est une question à poser. Et la Macédoine du Nord, c'est toute une autre histoire, j'ai pas le temps d'en parler malheureusement, mais ce que je veux vous dire, c'est la suivante. Face à ces concessions, parce que l'association des municipalités serbes, c'est une concession faite par Albin Kurti, qui a dernièrement signé cet acte. C'est un double standard assez dangereux. Pourquoi? Parce que il faut se poser la question aussi suivante. Les Albanais, eux aussi, est-ce qu'ils auront le droit de changer la constitution de la Kosovo? Et surtout l'article 3 de la Constitution, qui stipule que la population en Kosovo, qu'elle soit serbe ou albanaise d'ailleurs, n'a pas le droit de demander un rattachement à un autre État, à un autre pays, via un référendum populaire. Pourquoi les Serbes auront-ils le droit d'avoir une association monoethnique et les Albanais seront enfermés dans des règles toujours multiethniques? C'est une question à poser. Et je pense que à ce niveau-là, il faut agir très délicatement et ne pas faire bouillir la question nationale albanaise dans la région. Pour conclure, je ne vais pas faire très longtemps. Pardon? C'est depuis 30 ans, cette question nationale. Vous en êtes la preuve vivante. Oui, vous êtes la preuve vivante d'autre chose aussi, mais on y reviendra. On y reviendra. On y reviendra. Oui, mais on y reviendra. Non, mais je vous ai pas accusé. J'ai critiqué vos propos. Ça ne s'est pas. Non, mais monsieur, il faut pas appeler à ça un débat si vous ne soutenez pas les critiques. S'il vous plaît. Si vous ne supportez pas la critique, s'il vous plaît, je souhaite que le communicant que présente sa conclusion. Alors c'est plus un débat, c'est un monologue. Non, mais attendez, pour le moment, le débat n'est pas encore ouvert. S'il vous plaît, le débat n'est pas encore ouvert. Pour le moment, nous espérons bénéficier de la conclusion du communicant. Je conclus très vite. Pour l'adhésion, pour ce qui est de l'adhésion à l'Union européenne, que ce soit celle de la Serbie, du Monténégro, de l'Albanie ou de la Macédoine du Nord, je pense franchement que c'est irréalisable dans un futur proche. On a dit que ça allait peut-être se réaliser en 2028. J'ai des fortes doutes là-dessus. Et je pense que le processus d'élargissement de l'Union européenne est complètement dépassé, fini, obsolète et anachronique. Il y aura, à mon avis, plus d'élargissement, même si il y aura des dialogues, négociations, vous appelez ce que vous voulez, mais je ne pense pas qu'il y aura un élargissement.
je pense, en fin de compte, que la vision de Rama concernant la question albanaise, cette position est très honorable, très, très juste, très droite, très mature. Et Rama a toujours fait preuve de pragmatisme, d'élasticité, et je pense que c'est un atout en politique, toujours. Mais il y a aussi des personnes, des milieux qui comparent Rama à un Chamberlain des années 1930-1938, pour être précis, et qui pense que Kurti est plus prêt à jouer le jeu selon la conjoncture actuelle sur la scène internationale. Pour ma part, et je finis là-dessus, je pense qu'il faut une politique albanaise unifiée, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit Tirana qui décide de la politique de l'Albanie et selon la constitution, bien sûr, de tout l'espace albanais. Moi, je ne suis pas pour la bicéphalie, mais il faudra aussi, bien sûr, que Tirana fasse un peu plus d'empathie et fasse un peu plus preuve d'élasticité face aux demandes et aux attentes d'autres populations albanaises présentes dans la région. Merci beaucoup.